l'occasion de vous dire, puisque nous sommes jeudi et que vous avez l'habitude de retrouver un jeudi sur deux le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier, qu'elle reviendra à la rentrée. Le rendez-vous est pour l'instant mis sur pause, le temps aussi de l'été. On retrouvera Emmanuelle Davier et son rendez-vous de la médiatrice à partir de septembre prochain. La surface de l'onde est une ardoise magique, écrit-il. Traces et mémoires, rien n'y demeure. Pierre Bachelier, on ne féconde sans toi, que deviendrait le monde, ne rougis pas de ton métier, ma Pierre Bachelier. Retour en 1944 à Conflans-Sainte-Honorine. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les fleuves français, un trésor insoupçonné ou plutôt un trésor sous-estimé. On en parle avec notre invité Jean-Claude Raspien-Jass, grand reporter au service culture du quotidien La Croix. Après Routier, sur ceux qu'il nomme les bateliers du bitume, il consacre un livre entier, Une vie sur l'eau, aux éditions de l'Iconoclaste, au monde des bateliers, les vrais cette fois, ceux qui naviguent sur les fleuves, les canaux et les rivières, sur le réseau des voies navigables intérieures. Pourquoi s'y intéresser ? Dans ce livre, il tente de saisir le sens d'une vie sur l'eau, la seconde vie des fleuves et des canaux, écrasés aussi par les chemins de fer, les routes et les voyages dans les airs, de comprendre le succès nouveau du tourisme fluvial. Bonjour à vous, Jean-Claude Raspien-Jass. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour savoir à quoi ressemble leur vie, vous avez choisi d'embarquer, de naviguer de Paris au Havre, de Bâle à Rotterdam, sur le canal du Midi, sur le Rhin. Vous avez refait ce voyage, imaginaire ou en vrai, physiquement. Embarqué d'ailleurs sur quoi ? On dit c'est des péniches, toujours, des bateaux ? On dit péniche, on dit bateau. Un certain nombre de bateliers n'aiment pas le terme péniche, ils le trouvent dévalorisant. Moi, je trouve qu'il conserve une valeur poétique. Moi, j'aime bien parler de péniche, mais les avis sont divergents. Si on campe tout de suite le décor de cette enquête reportage que vous avez menée, est-ce que vous diriez qu'après l'effacement des mariniers, il y a un vrai renouveau des bateliers ? En tout cas, ça en prend le chemin. Ça en prend le chemin. Ils ont été effacés à la fin des années 70, dans les années 80. Ils ont été effacés parce que le gouvernement de l'époque a voté un plan de déchirage. Alors, le déchirage dans le monde des bateliers, c'est quand on détruit une péniche, quand on l'amène chez les ferrailleurs. Et donc là, il y a eu un projet, enfin, il y a eu une loi gouvernementale. On leur a même donné une prime pour se débarrasser de leurs bateaux, pour les détruire. Et donc, il y a eu un départ massif des bateliers. Et là, ça fait à peu près une quarantaine d'années qu'ils n'arrêtent pas de s'effondrer. Il faut juste quand même préciser que ce plan de déchirage arrivait une décennie après le pic de trafic des péniches qui était l'année 1973. Jamais il y avait eu autant de bateaux et de péniches sur les fleuves et les canaux. Et 10 ans après, on leur demande de partir. On casse. Et pourquoi ? Parce qu'on a enlevé ce qu'il y avait sur les bateaux pour les mettre sur les camions. Voilà. Et les trains ? Et les trains, c'est marginal. Mais c'était vraiment et ça coïncide évidemment avec le début d'une civilisation de l'impatience, de la vitesse. On veut tout de suite, et c'était le début de ça. Mais on a peut-être aussi, d'une certaine manière, libéré les fleuves d'une présence qui devenait un peu abondante. Et aujourd'hui, ce renouveau, ce retour se fait à l'équilibre. On va le voir avec vous, en tout cas. Est-ce que la transmission des savoir-faire a été assurée, et notamment dans cette parenthèse qui s'ouvre avec ce plan dans les années 80. Oui, la transmission n'a pas cessé de se faire parce que, en réalité, les bateliers qui se sont maintenus, qui sont restés sur l'eau, c'est quasiment toujours des transmissions de génération en génération, et très souvent c'est 4 à 5 générations de bateliers qui se suivent, qui se succèdent, qui prennent la suite des générations précédentes. Donc il y a de toute façon une transmission, puis il y a des écoles professionnelles. Oui, on a cassé l'outil, mais on n'a pas cassé non plus toute la mémoire de cette vie-là, de ce métier-là, parce que c'est une profession aussi. Être batelier, écrivez-vous, c'est savoir lire la rivière et l'aborder avec intelligence. C'est ce que vous dit Jean-Baptiste Castelin que vous rencontrez, ou encore le courant fait le boulot à ma place, je dois juste le regarder, l'analyser, le comprendre, savoir m'y insérer pour être accepté. Oui, ça c'est très très impressionnant. La science qu'ils ont de l'eau, de la mécanique des fluides, il suffit pas de mettre un bateau sur l'eau puis de le laisser dériver. Et ils sont c'est des grands lecteurs
de rivière, parce que eux n'emploient qu'un seul mot, qu'il s'agisse de fleuve, de canaux ou de rivière, c'est toujours le mot de rivière, voilà, qui est d'ailleurs très beau de garder ce mot-là. C'est des vrais lecteurs de rivière, c'est qu'ils savent vraiment analyser, comprendre, saisir le moindre mouvement de l'eau, ce que ça signifie, ce que le message de la surface envoie, et ils se coulent dans ce que la rivière leur indique d'obstacles ou au contraire de courants dans lequel il faut aller. Et ça, c'est très impressionnant et c'est très beau. Ils ont une vision très poétique aussi, et de la nature, puisqu'ils la surplombent. Ils sont parfois jusqu'à 14 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Et ils ont une grande attention, par exemple, aux oiseaux, aux saisons. Et la lecture qu'ils font de la rivière est quelque chose de très impressionnant et de très beau. Voilà, ce qu'ils en lisent leur permet de naviguer et de diriger le bateau. Mais est-ce qu'ils sont aussi des écrivains de ce monde-là? Qu'est-ce qu'ils notent sur leur carnet de bord? Non, c'est pas des écrivains. C'est vraiment, j'allais dire, c'est des jouisseurs de l'instant. C'est-à-dire qu'ils prennent la nature et les saisons et la rivière comme elle est, comme elle arrive, comme elle se présente à eux. Mais non, il y a très peu, alors pour le coup, très peu de témoignages, très peu de littérature sur leur monde et moins encore depuis 40 ans. Ouais. Mais vous avez ouvert un de leurs carnets de bord. C'est Jean-Baptiste qui vous raconte qu'il a notamment pris une amende au moment d'un contrôle policier parce qu'il n'avait pas suffisamment tenu à jour ce carnet. C'est quelque chose de très aride pour vous, de très compliqué à comprendre, ou vous pourriez presque en faire une Surtout, critique? je l'ai vu être dans un moment de précipitation où la brigade franco-allemande, car il y a des brigades franco-allemandes qui viennent les arrêter sur le Rhin, et il y a un policier français et un policier allemand, et il n'était pas tout à fait au point, et j'ai vu la précipitation avec laquelle il essayait de remplir son carnet de bord, et quand ils sont arrivés à bord, il n'avait pas encore rempli, mais ça s'est bien passé. Et qu'est-ce qu'ils doivent consigner finalement sur ces carnets? C'est-à-dire leur destination, le nombre de personnes à bord, ce qu'ils transportent, où ils vont, le nombre d'heures qu'ils ont navigué, travaillé. Enfin, ils consignent tout, quoi. Quel parcours ils ont en général, ces bateliers que vous avez rencontrés? Ils ont pour la plupart passé toutes les étapes de timonier à capitaine, à pousseur de barge, avant de devenir peut-être commandant de ces bateaux? Souvent, d'abord, ils ont fait une école professionnelle parce qu'il faut savoir, et c'est encore vrai aujourd'hui, que les bateliers sont obligés de se séparer de leurs enfants. C'était une vraie découverte, c'est-à-dire que dès l'âge de 6 ans, école obligatoire. On les met en internat ou dans des internat, familles? famille d'accueil ou dans la famille, mais ils se séparent de leurs enfants. Donc s'ils font des études courtes, ils se séparent de leurs enfants de 6 à 14 ou 15 ans, puis ceux qui font des études longues, beaucoup plus. Et donc, comme ils sont dans des internats, ils ont déjà une transmission du savoir. Ensuite, ils passent par des écoles professionnelles, et puis peu à peu. Mais sauf que c'est un savoir qui est acquis. C'est-à-dire que quand ils partent à l'âge de 6 ans dans les écoles, déjà, les enfants de bateliers savent déjà comment il faut naviguer, comment il faut piloter un bateau. Alors on va écouter un extrait de Lina Margy pour raconter aussi ce qui nous semble un peu relever de l'image d'Épinal, ou ce côté un peu désuet du monde des bateliers. On y revient. C'était un petit batelier sur un joli voilier, plus fin qu'une gondole. Il fredonnait tout le jour de doux refrains d'amour, de tendres barcaroles. Mais sous le ciel de Venise, dans le soir quand il chantait, la jolie princesse Élise de sa fenêtre écoutait. Et tandis que du voilier les refrains familiers montaient en ronde folle, la princesse tendrement rêvait en s'endormant au petit batelier. La princesse avait 16 ans et le garçon tout autant. Un beau soir, Dieu sait comment, tous les deux se rencontrèrent. Elle lui dit: je suis à toi. Il lui dit: viens avec moi, bien loin du palais du roi, à l'autre bout de la terre. Et le petit Mais voilà, il ne lui dit pas que s'ils ont des enfants, il faudra les mettre à l'école et qu'ils ne pourront pas faire ce voyage au bout du monde ensemble et en famille. Voilà cette chanson du Petit Batelier de 1950 qui évoque aussi l'après-guerre, peut-être l'âge d'or, ou en tout cas le début de l'âge d'or de ce monde, de cette vie sur l'eau, ce monde des bateliers. Ils ont, et on l'entend bien,
avec cet extrait musical, ils ont quand même un autre rapport au temps, hein. Vous le racontez, une année de navigation, ça se compte en saison. Oui, ça se compte en saison parce qu'ils sont vraiment soumis au régime de la lenteur. C'est-à-dire que quand ils sont sur des petits canaux, ils vont pas au-delà de 5-6 km/h, et ça peut être très très long de naviguer à 5-6 km/h. Ajoutez-y les temps d'attente aux écluses, le passage des écluses, la sortie des écluses. Déjà, les 5-6 km/h s'effondrent, la moyenne s'effondre. Et quand ils sont sur les fleuves, ils vont jamais au-delà de 20 km/h. Enfin, voilà. Donc ils ont un régime de lenteur qui leur est imposé, qui peut être à la fois très agréable et aussi très exaspérant, très lassant et tout ça. Donc c'est vrai qu'ils ont un rapport au temps qui du coup est beaucoup plus étiré que nous. Et pour avoir passé beaucoup d'heures avec eux, et par exemple la nuit, d'un seul coup la mesure du temps est plus du tout la même. Enfin, les heures s'étirent, ça n'a même plus de sens. Enfin, voilà, vous avancez dans le noir et les heures se défont. C'est très impressionnant, enfin, le rapport au temps qu'on peut avoir avec eux sur les bateaux. Parce que la navigation se fait de jour comme de nuit. Oui. Ouais, il faut savoir attendre, accumuler les nuits de navigation, dites-vous, et accumuler la fatigue qui va avec aussi. Ce rythme-là, ce rythme hors du temps, comment vous l'avez appréhendé durant ce reportage aussi, cette enquête? Avec émerveillement, ça c'est certain. Surtout que mes premiers voyages ont été des traversées de Paris. Alors là, c'était un vrai bonheur. Avec beaucoup d'inquiétude aussi. C'est-à-dire que je me souviens d'être monté sur une péniche qui faisait 110 mètres de long et vous avez 37 ponts à Paris. Et quand vous arrivez devant les arches du Pont Neuf ou de la passerelle des Arts, vous vous dites... C'est clair, il va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas passer. Donc évidemment, ça passe tous les jours. Il y a quasiment jamais d'accident. Mais vous êtes quand même très très inquiet. Donc une part d'émerveillement. Ensuite, une part de routine. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des très longs trajets et que ça va très lentement, il y a un moment où vous vous dites le temps est long, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait par moments un peu de lassitude. Enfin, et puis vous-même, vous vous efficochez. C'est-à-dire que c'est tellement étiré que vous-même, vous vous laissez aller au flux dérivant de la rêverie. Et puis voilà, quoi. Traverser Paris par le fleuve, par la Seine, c'est un point de vue en fait. Vous avez vu votre monde habituel, cette ville, du fleuve. Qu'est-ce que ça change? Comment on la voit autrement? C'est merveilleux parce que de toute façon vous faites une sorte de travelling latéral sur les très très belles façades. Vous voyez de loin les piétons. Les Parisiens sont une sorte d'entité très abstraite. Vous êtes détaché de ça. Et puis surtout les jeux de lumière. C'est-à-dire que plus vous avancez dans Paris, plus les jeux de lumière sont différents selon la hauteur des ponts, l'architecture des ponts, enfin, c'est merveilleux, mais c'est pareil sur le Rhin, quand vous êtes sur le Rhin, sur un bateau, c'est merveilleux. Travelling, dites-vous, cette vie sur l'eau, c'est un point de vue très cinématographique aussi, il y en a qui en ont fait des films. Bien sûr, il y a des films de référence, hein. L'Atalante, de l'Atalante à L'Homme du Picardie, qui a été un feuilleton extrêmement populaire dans l'hiver 68-69. Et il y a eu tout un courant, si j'ose dire, de films de péniche, et qui s'est arrêté dans les années 80. On va écouter un extrait de L'Homme du Picardie, 1968, au RTF. C'est aussi pour la première fois, à travers ce feuilleton télé de Jacques Hertaut, tourné comme un documentaire, diffusé donc sur la télé publique française, l'ORTF à l'époque, entre 68 et 69. La première fois que vraiment on s'immerge dans ce monde des bateliers. Et ce feuilleton leur donne aussi une popularité nouvelle. Extrait. Ce bateau qui descend la Marne, c'est le Picardie, un automoteur de 38 mètres. Il a quitté Reims il y a 3 jours avec 250 tonnes de blé à destination des moulins de Paris. Il arrive à Meaux et va s'engager dans le canal de Chalifert. Le capitaine se nomme Joseph Durtol. Il est né le 25 juillet 1915 à Châtillon-Coligny, sur le canal de Briare, au hasard d'un voyage. Ses parents étaient mariniers. Il est marinier. Le Picardie, c'est son bateau. Thérèse Durtol, née Timmermans, fille de marinier belge. Elle est la femme du capitaine et aussi son matelot. 27 ans qu'ils sont là, côte à côte. Ils se sont connus à Dunkerque, fiancés à Épinal, mariés à Charleroi. 27 ans qu'ils ne se sont pas quittés et que jour après jour, ils sillonnent canaux et rivières. Tiens, pendant un peu le macaron, je vais m'enrouler une.
Mais quelle est l'histoire de cet homme du Picardie? C'est une histoire vraie d'abord? Ah, c'est inspiré de la réalité, oui. Il y a eu tout un travail documentaire de la part de Jacques Herthaut pour faire ce feuilleton, et qui a eu un énorme succès. C'était 40 épisodes, et ça a eu un énorme succès parce que c'était encore une France encore ouvrière. Et évidemment, il voyait d'autres ouvriers qui étaient sur l'eau et qui vraiment se battaient pour leur survie. Enfin, c'est un feuilleton extrêmement triste, mais parce qu'il y a aussi tout un folklore de tristesse qui baigne le monde de la batellerie, dont les bateliers actuels... Et déjà en 68, il y a cette ambiance de chant du cygne. Oui, alors c'est ça. Alors, nostalgie-là. le gros succès de l'homme du Picardie, puisque c'est resté une référence et dans la mémoire collective, l'homme du Picardie est resté. C'est aussi leur chant du cygne. C'est-à-dire que vraiment gros succès du feuilleton, et en même temps, 10 ans après, on va se débarrasser d'eux. Donc voilà. Mais ce qu'on sent là, c'est aussi cet univers de tristesse. Enfin, la musique vous arrache le cœur là. Et vous avez Joseph Durtol qui dit qu'il est né par hasard quelque part. Alors ça aussi, c'est une condition des bateliers, c'est qu'ils naissent par hasard à l'endroit où passe la péniche des parents. On s'arrête pas, les sages-femmes montaient sur les bateaux, et puis la femme était délivrée, et puis on payait la sage-femme pour qu'elle rentre chez elle. Voilà. Il n'y a pas de lieu de naissance sur Non, l'état civil. Non. Là, je me souviens, j'ai accompagné des bateliers, 6 enfants, aucun des enfants n'était né au même endroit. Ce qui posait parfois des problèmes de domiciliation pour les écoles, pour être accepté dans les écoles, voire pour voter. Voilà. Alors, beaucoup vivent sur leur péniche aujourd'hui encore à la marge, mais pas complètement, des vies vagabondes que vous avez suivies et que vous racontez dans ce livre Une vie sur l'eau, Jean-Claude Raspien-Jass, un peu hors du temps, à rebours de notre impatience contemporaine, comme vous le racontez très bien. Un imaginaire collectif a été nourri autour de ce monde des bateliers, nourri par la chanson, nourri aussi par le cinéma et la télévision, nourri enfin par la littérature. J'ai pas évoqué la peinture aussi, mais par la littérature avec une plume particulière, et vous lui accordez de longs passages, c'est Simenon. Avec lui, dites-vous, la batellerie dispose de son mémorialiste. Il était lui-même batelier? Alors, Il était fasciné par ce monde. Ce qui s'est passé, c'est que Simenon part à 25 ans. Simenon vient de vivre une aventure folle, passionnée, qui l'a inquiété avec Joséphine Baker. Et à la suite de cette aventure folle avec elle, il décide de quitter Paris vite. Et il part avec sa femme et sa maîtresse. Et ils partent sur un petit bateau. Et il a envie de quitter Paris et d'aller vers ce qu'il appelle la France inconnue, un monde inconnu. Et c'est en effet un monde inconnu. Et il va se prendre de passion pour ce monde-là. Si bien qu'il va naviguer pendant plusieurs mois, et il va traverser toute la France, il va aller de canot en rivière, et ça va vraiment irriguer son œuvre future. Il s'acharne tout au long du voyage à penser péniche, comme il dit. Et quand il mettra Maigret, il y a une vingtaine de romans de péniche, enfin de romans d'écluse, où Maigret se pointe avec sa pipe pour essayer de résoudre des énigmes, il fait en sorte, à chaque fois, il le dit très souvent, il fait en sorte que Maigret arrive à s'imprégner tellement fort de cet univers qu'il arrive à penser péniche. Donc en effet, même, Simenon est vraiment la référence pour comprendre le monde de la batellerie. Il faut relire Simenon et se replonger dans ses évocations. Ouais. Et ça décentrait le regard déjà, avec lui, avec cette écriture-là. Ouais. Oui, parce que comme c'est une éponge qui absorbe tout, la façon dont il décrit ce monde-là est une merveille. Vous avez évoqué Joséphine Baker et cet amour entre Georges Simenon et elle, ce qu'il a pu chercher à fuir. On vient d'apprendre justement ce matin que Joséphine Baker ferait l'objet d'une grande traversée. C'est comme ça qu'on les appelle, ce format sur France Culture, et qui va si bien avec cette émission et votre parole aujourd'hui, Jean-Claude Raspien-Jass. Une grande traversée sera donc consacrée cet été sur notre antenne à Joséphine Baker, et elle sera signée d'un écrivain, un jeune écrivain, Mathieu Palin. Voilà pour cette évocation aussi de la plume de Georges Simenon, de ses romans fluviaux, et non pas de ses romans fleuves, tels que vous les décrivez aussi. On va revenir à cette autre manière de découvrir la France, parce que c'est aussi ce qui se joue à travers cette vie sur les rivières. La France vue des fleuves et des rivières, c'est une autre France, quel que soit l'endroit d'où on la parcourt. Ce sont d'autres visages de France que l'on croise en la regardant de là. Oui, c'est une France des marges. Enfin, c'est une France à la fois oubliée, c'est-à-dire qu'elle est en dehors du courant général, c'est-à-dire les routes, les autoroutes. Il y a d'ailleurs beaucoup d'abandon. Enfin, je veux dire, le long des canaux, c'est un monde abandonné. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne aux écluses, par exemple. Les écluses étaient un grand moment pour les bateliers. Il n'y en a plus. Et même sur les fleuves, c'est-à-dire qu'il y a encore des éclusiers, parce qu'il y a des écluses qui sont ouvertes 24 heures sur 24, mais les mariniers ne voient pas les éclusiers. Les éclusiers sont dans des tours de contrôle avec des vitres opaques. Ils n'ont de contact avec eux que par radio ou par téléphone. Ils ne voient plus personne. Et quand vous voguez avec eux sur les canaux, vous voyez que tout a été abandonné. Enfin, alors la seule reconquête
Le long des canaux, c'est les pistes cyclables, c'est pour ce tourisme-là, cette insouciance-là, mais tout ce qui ramenait à ce monde du travail et du labeur qui était le long des canaux et des rivières a disparu. Enfin, c'est un monde en friche, c'est un monde que eux traversent dans une grande solitude. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, vous, le plus plu durant ces voyages-là? C'est cette perception de la nature, c'est cette lenteur soudaine, c'est aussi une forme de lévitation, c'est-à-dire que j'ai aussi fait des croisières fluviales, enfin, j'ai aussi fait du tourisme fluvial pour le livre, et vous êtes en lévitation, enfin, vous êtes, d'abord vous ne touchez plus terre, vous êtes soumis au rythme de l'eau, tout est extrêmement agréable, comme vous êtes sur des canaux et des rivières, il y a pas ça ne tangue pas, ça ne bouge pas, c'est extrêmement stable, c'est-à-dire il y a pas de... Donc vous avez le plaisir de l'eau sans en avoir le désagrément qui est le mal de mer. Vous évoquez dans votre livre Une vie sur l'eau, le monde des bateliers qui paraît à l'Iconoclaste, Jean-Claude Raspienjas, aussi le travail du photographe Gérard Rondeau. On va prendre donc le chemin de la Marne, ou le cours plutôt de la Marne, avec les mots de Jean-Paul Kaufmann. Pourquoi j'ai entrepris ce voyage? Parce que je voulais depuis longtemps écrire sur la France. Alors, de quelle façon? Et ça m'a paru intéressant de le faire par le biais de cette rivière. Je dois préciser que ce voyage, ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée, c'est un ami, Gérard Rondeau, qui est photographe et qui m'a dit un jour, écoute Jean-Paul, est-ce que tu voudrais m'accompagner? Là, je dois faire un travail sur la Marne, on va partir du boulevard périphérique et on va la remonter jusqu'à sa source à Balem. Et je dis, bien sûr, top là. Et chemin faisant, je me suis aperçu que c'était peut-être de cette façon-là que je pouvais parler de la France d'aujourd'hui, par cette rivière. Voilà, vous racontez cette aventure ouverte menée par le photographe Gérard Rondeau qui avait affrété une Fraissinet pour descendre le cours de la Marne. C'est quoi d'ailleurs une Fraissinet? Fraissinet, c'est la péniche standard, la péniche de l'homme du Picardie, celle que vous voyez le plus souvent passer, notamment à Paris. Alors, il avait donc affrété une Fraissinet et il a proposé à ses amis, ses camarades, ses connaissances, des riverains de le rejoindre aussi durant cette balade en péniche pendant 2 mois sur le cours de la Marne. Il en a tiré un film, il en a tiré un livre également. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce récit de voyage qu'il en a fait, de cette parenthèse fluviale? Je tenais absolument à ce que Gérard Rondeau figure dans ce livre parce que nous avions des souvenirs en commun. Nous sommes partis en reportage ensemble sur le Saint-Laurent, en croisière sur le Saint-Laurent et sur le Nil, et y compris au Groenland, où nous avons suivi des bateaux qui ravitaillaient les fjords du Groenland. Donc j'avais une pensée très très particulière pour Gérard Rondeau, qui était un grand ami. Et mon grand regret, c'est évidemment qu'il soit mort. Et le livre, et je lui dois beaucoup, et notamment sur cette aventure avec Fraissinet, puisqu'il en a tiré un livre magnifique, qui est un livre somme sur toutes les rencontres qu'il avait pu faire pendant 2 mois le long de la Marne avec sa péniche. Et il en a fait aussi un film, qui est un très très beau film de rencontres le long de la Marne. Donc la présence de Gérard Rondeau dans ce livre était inévitable pour moi, et c'était un grand regret. Enfin, sa mort a été une vraie tristesse, quoi. Et que Jean-Paul Kaufmann soit dans votre émission me touche beaucoup aussi. Et qu'est-ce que ça nous dit de l'œil, de cet œil qu'il avait sur ce monde-là, Qu'avait-il retiré de ce périple? Vous le dites, la rivière nous prend, nous enveloppe, nous impose son rythme, son rapport intime avec l'environnement est une vraie leçon de géographie. C'est alors une France passionnante et méconnue qui glisse sous nos yeux. 5 km à l'heure est la vitesse idéale pour goûter et s'imprégner du paysage. Cette vitesse fluide et douce modifie le rapport au temps. On revient à cette temporalité totalement à contre-courant qu'il avait mise en valeur déjà. Vous le citez, vous l'évoquez, ce travail et ce projet qu'avait mené Gérard Rondeau à l'époque dans un chapitre nouveau qui semble s'ouvrir pour ce monde fluvial, ce monde des bateliers, celui d'un renouveau aussi. Il y a une attirance nouvelle pour le tourisme fluvial aujourd'hui? Alors il y a une attirance très très forte. Enfin, autant le monde du transport fluvial a connu des moments très difficiles, ce que je vous ai décrit, et ça va revenir. Si on a l'occasion, j'essaierai d'expliquer pourquoi ils vont revenir probablement en force. Alors le tourisme fluvial, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une explosion de fréquentation de tourisme fluvial. Alors le tourisme fluvial, il se partage entre les bateaux sans permis que vous pouvez louer sur différents canaux, avec aussi les croisières fluviales. Alors la croisière fluviale, j'explique bien, c'est des paquebots
fluviaux, mais ce ne sont pas les grands paquebots maritimes avec 5000 personnes. C'est des paquebots avec 80 cabines, et vous longez les canaux et les fleuves, et c'est extrêmement agréable. Mais il faut raconter qu'on renoue aussi avec une part de notre histoire, hein, avec une part de notre humanité aussi, en voyageant comme tel. Et oui, parce qu'on est en train de s'apercevoir que, au fond, depuis que les hommes ont réussi à maîtriser l'eau, à comprendre qu'on pouvait peut-être flotter et donc se transporter, que ce soit des marchandises ou les hommes. Prenez l'exemple de Paris. Paris n'aurait jamais été Paris s'il n'y avait pas eu ce commerce sur l'eau. Enfin, tout le développement de Lutèce devenant Paris est passé par l'eau. Et jusqu'au dans les années 70, Paris était une succession de ports de commerce. Ça n'était que ça. Paris n'était que une succession de ports de commerce, et tout arrivait à Paris par les bateaux. Alors aujourd'hui, on a effacé tout ça, on a chassé le travail et au profit du loisir, au profit de nos divertissements de bobos, et j'en suis un, donc il n'y a pas de souci, et on a repris possession du fleuve, mais on les a chassés. Et aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir qu'on pourrait peut-être faire revenir les bateaux pour à nouveau nourrir, alimenter la capitale. C'est-à-dire que les villes étaient construites autour de l'eau, de cette eau navigable, ce que raconte bien Brodel dans l'Identité de la France. Mais à l'origine aussi, il y a tous ces canaux qui sont autant de voies navigables comme des dons de la nature, hein, des creusets aussi. On s'est aperçu que les voies navigables étaient essentielles pour le développement de l'humanité, mais du coup, c'était tellement fort qu'on s'est mis même à creuser des canaux. C'est-à-dire qu'on en a rajouté. On s'est dit, mais il faut en faire d'autres. La nature n'est pas suffisante. Il faut qu'on rajoute des voies d'eau. Et puis soudain, on les a un peu abandonnées, délaissées. Et on s'aperçoit maintenant qu'il faut peut-être renouer avec ça. Ouais. D'autant qu'on a beaucoup creusé en France. On a en France un des plus grands réseaux fluviaux d'Europe. Oui, c'est ça, le plus grand. Mais en partie en perdition aujourd'hui. Il a été beaucoup délaissé. Ouais. Peu entretenu, ce qui pose quand même questions et problèmes, parce qu'il n'est pas non plus... il n'a pas une deuxième vie qui lui est offerte directement. Donc peut-être à réactiver. C'est ce qui se passe, qui se joue aujourd'hui d'un point de vue économique et écologique. Et ce qu'on a compris, après les destructions de ce plan déchirage que vous évoquiez à la fin des années 80, où on a cassé des milliers de bateaux, où on avait organisé la disparition de cette corporation et de ce métier, est-ce qu'aujourd'hui, on y voit, les pouvoirs publics y voient un transport d'avenir aussi? C'est-à-dire le courant est en train de s'inverser là, et très nettement, on n'a jamais autant investi dans le retour au fluvial. Depuis 30 ans, on n'a jamais mis autant d'argent. L'Europe pousse, la France met aussi beaucoup d'argent. On est en train de creuser un canal gigantesque entre la Seine et l'Escaut pour faire circuler un peu plus avec des gros gabarits. Ça y est, le courant est reparti, et si vous voulez, moi j'ouvre mon livre par quelque chose qui est un symbole. Alors ça n'est qu'un symbole, mais quand même qui dit quelque chose, c'est que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet 2024 sera, alors c'est l'événement le plus regardé au monde, et des milliards d'humains regardent ça, et il y aura 160 péniches et bateaux sur la Seine pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Donc c'est une sorte de réhabilitation de la batellerie à laquelle personne n'aurait songé. Ça envoie sûrement un signal d'avenir, en tout cas ça dit quelque chose de la reconquête par l'eau, et que le futur va s'écrire sûrement sur l'eau. C'est un signal d'avenir, et si les bateaux sur l'eau réinventaient l'avenir, tout en étant un retour aux sources aussi, est-ce que vous évoquez de la construction de la ville, hein. Beaucoup dans le monde de la batellerie disent, mais on réinvente pas la roue, on reprend ce qu'on savait faire de toute éternité. Alors est-ce qu'il y aura assez de bras à l'avenir si ce secteur reprend de la vigueur? Alors il semblerait, si vous voulez, une des raisons aussi de la relance de la batellerie, c'est qu'on est arrivé à saturation avec les camions, même s'il y en aura de plus en plus, mais surtout on manque cruellement de chauffeurs routiers. Donc vous ne pouvez pas continuer à produire si vous ne pouvez pas transporter. Donc il va bien falloir qu'on revienne sur l'eau, parce que l'eau est l'endroit idéal pour un transport massifié. C'est-à-dire que vous mettez énormément, les tonnages sont considérables sur les bateaux et sur les péniches, et comme on manque de bras pour transporter, on va forcément y revenir. En plus, en termes écologiques, il n'y a pas photo. La pollution des bateaux n'a rien à voir avec celle du trafic routier. Et problème de sécurité, il y a très très peu d'accidents
de bateaux. Et puis, la lenteur peut être un atout. C'est-à-dire qu'on peut, grâce aujourd'hui au À l'heure d'Amazon, la lenteur peut Oui, être oui. un atout? Mais oui, parce qu'on peut très bien prévoir avec la logistique aujourd'hui, qui est une science absolument phénoménale, on peut tout à fait intégrer la lenteur. Et il y a beaucoup de transports qui n'est pas nécessaire d'être de toute urgence pour le transport. Ça va nécessiter quand même des investissements de l'État, on l'imagine, pour remettre en état de marche toutes ces structures aussi. Ça marche à quoi, en fait, une péniche, un bateau? Ça pollue pas? Ça ne pollue pas? Alors ça pollue évidemment, il n'y a pas de transport qui ne pollue pas, mais il y a en ce moment une vraie tendance à mettre des moteurs électriques. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais tous les bateaux mouches sur la Seine avant 2024 seront tous à moteur électrique. On est en train de faire des essais de moteurs à hydrogène. On est en train de, tout doucement, la batellerie fait comme le reste, est en train de venir à l'électrique, à l'hydrogène, et on est en train de s'acheminer vers ça. Oui. Est-ce que les vies des familles de bateliers s'adapteront à cette nouvelle donne aujourd'hui? Oui, mais d'ailleurs ils ont commencé, et d'ailleurs c'est leur intérêt aussi de se caler dans ce nouveau mouvement. C'est un monde d'hommes d'ailleurs, ou un monde de femmes tout autant pour l'instant? Alors c'est un monde de couple. La grande tradition batelière, c'est un monde de couple, c'est l'homme et la femme. Alors ça a changé quand sont arrivés les gros pousseurs de barges, où là, il n'y avait plus que des hommes. Alors là, c'est c'est les 3-8, c'est une sorte d'usine. On travaille en 3-8, et là, c'est une rupture par rapport à la tradition batelière. Il n'y a plus que des hommes sur les bateaux. Mais la grande tradition batelière, et qui est encore en cours aujourd'hui, c'est l'homme et la femme, et toute la famille est sur le bateau. Si bien que quand un bateau coule, par exemple, quand ça arrive, c'est comme une maison qui brûle, c'est-à-dire ils perdent tout. Et qui est propriétaire du bateau? Est-ce que les bateliers arrivent à être propriétaires de leur outil de travail? Parce que vous racontez aussi bien l'évolution des conditions du métier qui se sont particulièrement détériorées, les contraintes nouvelles qui se sont ajoutées pour cette profession, ce qui fait que peu de jeunes avaient envie de s'installer, entre guillemets, sur un bateau, sur une péniche, et faire métier de batelier. Alors aujourd'hui, ils sont une minorité d'artisans bateliers, c'est-à-dire propriétaires de leur bateau, mais pour ce qui concerne les jeunes et l'avenir, quand on sort de l'école professionnelle, des écoles professionnelles de la batellerie, c'est 18% d'emploi. C'est-à-dire qu'on trouve tout de suite du travail, il y a une vraie demande de ce point de vue-là, et ça aussi, ça va contribuer à la relance de la batellerie, c'est certain. Alors ils ont envie de décélérer cette nouvelle génération, mais est-ce qu'ils ont aussi conscience du réchauffement climatique? Est-ce que ce sont des préoccupations qui les travaillent aujourd'hui? Mais bien sûr, parce que le batelier, il est soumis au niveau d'eau. Et aujourd'hui, entre les inondations importantes, mais aussi l'assèchement, ça change tout pour le régime de la batellerie. C'est-à-dire que là, il y a une inquiétude, par exemple, sur le tirant d'eau des canaux, parce que comme le niveau d'eau baisse, et qu'en plus, il y a le problème des plantes invasives dans les canaux, enfin, c'est encore une autre question, mais qui est un vrai problème, bien sûr qu'ils sont très, très sensibles à ça, puisque lecteur de rivière, c'est aussi ça, c'est de connaître le niveau des eaux, et le niveau des eaux, aujourd'hui, devient problématique. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. D'avoir été avec nous. On leur souhaite du coup de retrouver une seconde vie sur l'eau pour ce monde des bateliers que vous décrivez, que vous racontez, Jean-Claude Raspienjas, dans ce livre qui paraît aux éditions de l'Iconoclaste. Et vous avez le pied sacrément marin, on vient de le découvrir, et fluvial aussi, à travers cette aventure-là et les précédentes que vous avez pu mener. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette nouvelle semaine. Merci à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture aujourd'hui, préparée par Maï-Hélène Despio-Courret. Merci aussi à Violaine Malstaff pour tout son travail sur l'émission. La Grande Table des Idées, c'est une programmation signée Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez à la coordination et à la préparation. À la réalisation, Thomas Beau avec Dimitri Paz. Je vous donne rendez-vous samedi pour une dictée avec le camarade Rachid Santaki. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Grande Table et je vous laisse demain en compagnie, vous le savez, de la Grande Table critique signée Lucille Como.